Et salut à tous, c'est M ton kiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis aujourd'hui avec Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Merci d'être avec moi aujourd'hui et merci de partager tes connaissances. Est-ce que tu peux un tout petit peu présenter avant qu'on commence? Raphaël Puech, coach sportif, nutritionniste depuis 2012. Ouais, 2012. Voilà. Je suis, le terme un peu pompeux, mais spécialisé, si on peut le dire, dans le suivi individuel, c'est-à-dire tout simplement prendre des gens au cas par cas et leur proposer une prise en charge individualisée sur l'entraînement, la nutrition, pour aller d'un point A à un point B, que ce soit des objectifs de préparation physique, de performance dans tel ou tel sport, ou simplement de réathlétisation, c'est plus des choses dont on va parler aujourd'hui, etc., etc. Et voilà, l'idée c'est de partager un petit peu aujourd'hui, je crois, sur nos disciplines respectives, nos champs d'intervention respectifs, et de voir comment, quand on bosse en synergie, ça marche beaucoup mieux pour les gens, quoi. C'est ça, et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi aujourd'hui. Ce que je voulais, c'était qu'on discute d'une patiente que moi j'ai en rééducation. Et je pense que là, on va arriver au moment où, est-ce que c'est un kiné, est-ce que c'est, comment on dit, un coach sportif? Ouais, tout à un fait. coach dont elle a besoin, c'est ce dont on va parler aujourd'hui pour une ligamentose de genou. Avant de vous expliquer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu et à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Raphaël y répondra obligatoirement avec grand plaisir. C'est parti! Alors, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer un peu ma patiente qui vient me voir au cabinet et puis peut-être pourquoi et comment on pourrait nous travailler en synergie sur cette patiente. Donc, c'est une patiente qui a été opérée du genou, ligamentoplastie. En général, c'est des rééducations assez longues qui peuvent durer 6 mois à 1 an. Toi, tu as déjà eu des athlètes, par exemple, qui ont été opérés, qui ont eu des ligamentaux? Ouais, qui ont eu ça, qui ont eu de toute façon tout ce qui est problème de ménisque, problème de croisé, problème de ligament latéral, voilà. Typiquement, derrière le processus à suivre, on va en parler de toute façon plus en profondeur, mais ça va être à un moment une reprise de l'entraînement, donc cette phase de réathlétisation qui est particulièrement critique, sur laquelle il faut faire un peu gaffe, mais qui implique nécessairement une reprise notamment de force, de contrôle et de masse musculaire, parce que de fait, il y a une jambe qui a beaucoup moins fonctionné pendant un temps, donc on ne fait pas de miracle avec. Exactement. Et moi, ma patiente, petite particularité, au début de sa rééducation, moi je l'ai récupérée plutôt en fin de rééducation, elle s'est fait un claquage des ischios. Et donc en fait, donc une élongation ou plutôt une lésion musculaire pour être précis. Pendant sa rééducation. Pourquoi au niveau des ischios? Parce que le muscle qu'ils ont prélevé pour lui refaire son ligament, c'est justement son ischio-jambier. Et sa rééducation, elle a été un peu trop poussée au début. Elle s'est fait sa lésion musculaire et donc elle a perdu du temps. Et là, aujourd'hui, maintenant, elle est à 1 an de son opération. Donc son ligament est très bien cicatrisé. Par contre, elle est en retard d'un point de vue de la prise de force et de son volume musculaire. Moi, ce que je suis aujourd'hui avec elle en rééducation, c'est que j'ai pas de travail manuel à faire. La mobilité est bonne, le genou bouge bien, il ne gonfle plus. Il faut juste qu'elle fasse son renfort. Globalement, aujourd'hui, elle a à peu près 30% de déficit entre son son jambier à droite et à gauche, elle est opérée à droite, et à peu près 15 à 20% de déficit sur son quadriceps. Moi, quand je la vois, elle vient, je lui fais faire son renfort et elle repart. En fait, je me dis, globalement, là, j'ai plus besoin. Elle n'a plus besoin d'un kiné, elle a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse encore mieux qu'un kiné sur quel est le type d'exercice, quel est le type de renforcement. Est-ce qu'elle a besoin de faire de l'hypertrophie? Est-ce qu'elle a besoin de faire plutôt du très très lourd avec peu de reps? Et pour moi, c'est là où toi t'interviens. Ou là où c'est le travail d'un coach, parce que c'est de la réathlétisation, ou même de l'athlétisation générale, parce que de toute façon, j'avais envie de te demander à la base, comment elle s'est fait ça, ta patiente? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était sportive à la base? Ouais, alors elle était sportive, mais elle a fait une chute. Donc malheureusement, pas de chat entre guillemets. C'était quoi comme sport? Elle fait de la salle de sport 3 à 4 fois par semaine et elle danse 2 fois par semaine. Et elle danse 2 fois par semaine. Ouais. Ok. Donc, après, je connais pas la patiente en question, mais quelqu'un qui se fait les croisés comme ça, parfois, il y a tout simplement une prise de muscle et tout à voir parce qu'il y avait un manque de contrôle autour du genou qui fait que c'est fragilisé de base. Donc là, ça va être quelque part indispensable de renforcer le genou, de renforcer les hanches, les stabilisateurs, pour que de toute façon, ceci n'arrive plus, parce que ça vient même quelque part. Même en cas de chute, j'ai envie de dire, et c'est pas à toi que je vais dire ça, quand il y a une chute et que quelque chose claque comme ça, il y avait un problème sous-jacent, c'est pas normal, on n'est pas fait pour tomber, se faire les ischios. Non. Il y a un truc qui quand va tu pas prends de un base. bus plein de balles, je veux bien, Voilà. mais quand tu tombes de ta hauteur, c'est plus compliqué. C'est pas normal, surtout pourquoi à droite, pas à gauche, enfin bref. Donc il y a un travail, encore une fois, de réathlétisation, mais peut-être d'athlétisation, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être déjà à la base un déficit de force, une asymétrie. Qui explique qu'elle soit fait son croisé. Voilà, un problème agoniste-antagoniste, peu importe, mais quelque chose qui n'allait pas, clairement, autour du genou, et qu'il faudrait assesser dès le début pour voir où ça en est. Toi, ton travail, c'est de faire des tests ischio-cinétiques, goniométriques pour voir s'il y a des déficits entre ischio et quadri, entre droite et gauche. Nous, en tant que coach, on peut s'appuyer sur ces tests-là. On devrait s'appuyer sur ces tests-là. Et ça, là, on doit bosser main dans la main. Ouais. Maintenant, nous, on doit surtout tester des mouvements. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu fais un split squat à droite? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un split squat à gauche? Qu'est-ce qui se passe quand tu squattes? Est-ce que ta hanche shift et que ça devient lourd? Qu'est-ce qui se passe quand tu... etc. etc., etc. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que si moi, cette patiente, je te l'envoie un jour, tu serais pas trop à regarder des mesures
plutôt dynamométrique comme moi j'ai pu faire, mais plutôt sur du mouvement fonctionnel, comment elle réagit sur du unilatéral, sur du bilatéral, est-ce qu'elle compense pour essayer de voir les manques? Je le ferai si jamais ça n'a pas été fait en amont, mais quand un kiné comme toi a fait le travail derrière, moi j'ai pas la prétention de faire mieux que toi là-dessus. Mais si elle n'avait pas vu de kiné, tu vois, elle vient te voir en disant bon bah j'ai fait un peu de kiné, je sens que j'ai encore des gènes, je veux bosser avec un coach, c'est comme ça entre guillemets que tu l'évaluerais. J'évaluerai les deux, je pense. Je ferai évidemment les tests fonctionnels et si je vois sur ces tests fonctionnels qu'il y a des grosses asymétries droite-gauche, là on se mettrait à faire des tests un peu plus d'isolation mono-articulaire pour voir si vraiment ok ça vient de ça, ça vient de ça, ça vient de ça. Maintenant parfois on fait des tests d'isolation et ça se retrouve pas sur le mouvement global parce que le corps est équilibre ou vice versa, donc c'est un peu plus compliqué. C'est pas forcément 1 + 1 = 2 quoi, dans ces moments-là. Maintenant c'est des infos qu'il faut avoir. Si on sait qu'on part avec un déficit disqueux à droite par rapport à gauche, encore une fois ça peut pas se court-circuiter et là va falloir le prendre en compte et s'attendre à ce que ça se répercute dans certains tests, de fait. Ça marche. Du coup, ce que je te propose pour avancer un petit peu sur ça, ça va être que je te montre une séance, ou plutôt les types d'exercices, le nombre de reps, le nombre de séries que moi je lui ai donné à faire, et que tu me dises ce que t'en penses, c'est bien, c'est pas bien, n'hésite pas à défoncer mon travail, j'ai aucun problème avec ça. Comment on peut améliorer la chose, les points positifs, les points négatifs. Ça Allez, marche. feu. Voilà, donc voilà un petit peu moi ce que je lui ai donné, je t'explique pourquoi je lui ai donné comme ça. Je lui ai donné 5 grands complexes avec toujours 2 exercices. Il y a le côté où elle n'a pas trop de temps. Et du coup, je trouve qu'enchaîner 2 exercices, puis faire du temps de repos, ça permet des fois d'optimiser la quantité d'exercices à faire sans avoir des séances qui durent trop longtemps. Et j'ai essayé de varier les groupes musculaires, principalement quadri-ischio, avec du mono et du polyarticulaire. Je suis parti sur 5 tours. Pourquoi 5 tours? Parce que c'est un peu ce que j'ai l'habitude de faire. Je t'avoue que là, j'aurais pas trop d'arguments en valeur de ça. Et j'ai essayé de faire plutôt des hauts nombres de séries, donc plutôt du 12-15, pas 20, mais j'aurais pu aussi lui en proposer, parce que j'ai l'impression que chez elle, de toute façon, il faut faire plutôt de la masse musculaire. Donc j'aurais tendance à penser à de l'hypertrophie, et donc j'aurais tendance à penser sur ça, plutôt pas mal de répétitions avec des temps de repos relativement courts. Yes. Alors, ce qu'on disait un petit peu hors caméra, c'est que c'est très difficile de regarder un programme et de se dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est-à-dire quand on n'a pas le contexte, quand on n'a pas la personne, dire moi la patiente je l'ai jamais vue, je la connais pas, c'est dur d'arriver à dire ça marche, ça marche pas. Non, c'est pas vrai. Maintenant, en entraînement et en réathlétisation particulièrement, il y a quand même 2-3 réflexes, 2-3 principes qui peuvent améliorer fortement et garantir des résultats un peu plus rapides et un peu plus safe. Okay. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer par dire ça. La réathlétisation, et on va la définir, la réathlétisation, c'est la reprise de l'entraînement après une phase ou pendant une phase de rééducation. Rééducation kiné, réathlétisation coach. La réathlétisation, ce n'est rien d'autre que des principes d'entraînement. Il n'y a rien de différent, c'est de l'entraînement hyper individualisé et hyper ajustable d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que la réathlétisation, on ne fait pas un plan sur 8 semaines normalement. Voilà, on a les grandes lignes, mais on ne sait pas du tout comment le patient, le client, l'athlète va évoluer d'une semaine à l'autre. Donc beaucoup plus d'aller-retour. Beaucoup plus d'aller-retour, beaucoup plus d'ajustements hebdomadaires, voire quotidiens, parce que ça peut aller très vite, comme ça peut prendre du temps, comme ça peut faire ça. Voilà, la réathlétisation, c'est une phase très délicate, très critique. Il faut faire attention. C'est aussi une phase un peu dangereuse parce que c'est généralement la phase où les douleurs et les instabilités sont quasiment plus présentes. Donc la prise de confiance reprend. Et si on monitore pas ça, tu as des gens qui se refont mal parce que ils prennent trop la confiance. Voilà, ils prennent la confiance, le processus lésionnel est toujours là et ils se recassent en deux alors que pensée complètement soignée. Donc c'est une phase où il faut faire super gaffe. Donc c'est rien d'autre que de l'entraînement. Tu parles d'hypertrophie et tout ça, et bien sûr, ça, c'est un but de la réathlétisation, notamment pour renforcer autour du genou tout ce qui va nous servir. Maintenant, c'est un mythe qu'on peut démonter en 2 secondes là, mais il faudrait peut-être 2 heures pour en parler, c'est pas le sujet de la vidéo. On fera une prochaine vidéo. Ouais, c'est que, mais de toute façon, il y a plein de ressources là-dessus. Vous pouvez voir les travaux de Brad Schoenfeld, etc. L'hypertrophie, c'est beaucoup moins juste une fourchette de répétition que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on a cette vision classique de hypertrophie, il faut faire des séries un peu longues, peu de temps de repos. C'est moins vrai. C'est-à-dire ça marche, mais tu as des gens qui font de l'hypertrophie avec 3 reps, 5 reps, tu as des gens qui font de l'hypertrophie avec des séries de 30. Ça dépend complètement des gens, des types de systèmes nerveux, des typologies musculaires, etc. Donc voilà, juste pour dire, ça, si on ne sait pas trop comment elle réagit, on ne sait pas ce qu'on travaille. Maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas trop se tromper en faisant des séries un peu longues avec des temps de repos assez courts si on veut faire un peu de masse musculaire, surtout sur une personne qui reprend l'entraînement et avec qui tout va marcher de toute façon, parce qu'elle n'a rien fait depuis un an. Alors, juste par rapport à ça, moi j'avais une vision, et tu me dis si je me plante, où globalement, quand on veut que quelqu'un se développe, on peut le faire entre guillemets de 2 grandes façons, soit en jouant sur son système nerveux, en faisant en sorte qu'elle recrute plus de muscles, soit en jouant sur le muscle, en augmentant la taille des fibres, ou le nombre de fibres, tu me diras si je me trompe. Et que du coup, dans le premier cas, c'était plutôt peu de séries très lourdes avec beaucoup de temps de repos, et que dans l'autre extrême, c'était plutôt beaucoup de séries plus légères avec moins de temps de repos, et que comme tu le dis, il n'y a pas une dichotomie parfaite, et que c'est plus
progressivement on tend vers l'un ou vers l'autre. Ça serait un peu ça ou je me fourvoie un petit peu? Ouais, c'est un principe de continuum en fait, c'est-à-dire que plus tu vas aller vers des séries lourdes, de fait plus tu auras besoin de temps de repos et plus le temps sous tension sera court. Ce qui ça va plus avoir tendance à travailler sur le système neuromusculaire, donc le système nerveux, la capacité comme tu disais à recruter un nombre de fibres musculaires, à coordonner, donc la coordination intramusculaire et intermusculaire, c'est-à-dire les muscles entre eux qui s'activent au bon moment dans le bon ordre. Ça c'est les principes de prise de force. Et le côté un peu plus de temps sous tension, un peu plus long, ça va être de la fatigue qu'on appelle plus périphérique, c'est-à-dire que ce qui va nous limiter, c'est au niveau musculaire, au niveau métabolique, c'est-à-dire la capacité des muscles à continuer à se contracter, à régénérer l'ATP, etc., etc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quelqu'un qui débute ou qui reprend de toute façon, on a besoin de temps sous tension. On a besoin de temps sous tension. Oui, on peut tout de suite partir sur des séries de 3, mais en vrai, le système nerveux n'est pas encore assez efficace ou plus assez efficace pour se rallumer très très fort et recruter un maximum de potentiel nerveux, en fait, de potentiel musculaire. Donc, il va y avoir besoin de temps sous tension. Donc, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais des séries longues, parce que je regarde ton programme, tu parles de split squat et tout, c'est très bien. Sur une phase de réathlétisation, un truc qui marche très bien, c'est de jouer sur les régimes de contraction et les tempos. C'est vrai que j'ai pas du tout intégré de tempo dans mon programme. Voilà. Or, et ça paraît instinctif quand on le dit, pour instaurer de la stabilité, de toute façon, on va avoir besoin de jouer sur de l'excentrique et de l'isométrique. C'est-à-dire des phases où on contrôle la descente, où on s'arrête dans certaines positions qui sont sujettes à instabilité et qu'on veut retravailler. Parce que plus on passe de temps dans une position, plus le cerveau a le temps de comprendre comment ajuster cette position et qu'est-ce qu'il doit recruter. Donc faire des split squats sans tempo, que je vois sur ton programme par exemple, et faire des split squats en ajoutant, ok, on va peut-être pas en faire 12, on va en faire 6 à 8. Par contre, ça va être 3-4 secondes de descente, une en bas, tu remontes en 2 secondes et une en haut. Et en fait, chaque rep prendra, j'ai pas compté, mais 6-8 secondes. Et si on en fait 6 à 8, la série va faire 40 secondes à 1 minute. Et en fait, tu auras 40 secondes à 1 minute de temps sous tension avec ces phases concentriques et excentriques qui permettront de passer plus de temps par section du mouvement et de développer plus de contrôle. Est-ce que c'est comme ça qu'on devient extrêmement fort? Non, parce que du coup les charges employées ne sont pas assez lourdes pour un potentiel nerveux, mais c'est hyper safe en phase de réathlé parce que ça permet de diminuer la charge, ça permet un temps sous tension énorme propice à la masse musculaire et ça permet un temps sous tension, comme on vient de le dire, dans des sections qu'on a besoin de stabiliser au niveau du genou, qui nous permet de développer ce contrôle moteur en fait, parce que ce qu'on recherche en réathlé, c'est aussi ça, c'est ce contrôle moteur. Donc jouer sur les tempos quand on fait de la réathlétisation, c'est indispensable, en tout cas c'est vraiment ne pas le faire, c'est une corde à son arc qu'on oublie qui est dommage parce que c'est un outil qui va vraiment nous servir et voilà, qui marche hyper bien quoi, tout simplement. Donc là c'est un des trucs que je changerais dans ton programme, c'est que je jouerais beaucoup plus sur les tempos, en tout cas je ferais des prescriptions de tempo pour être sûr que la personne passe entre 40 et 60 secondes sous tension par série. D'accord, ok. Un truc comme ça marcherait bien. Deuxième truc que je ferais, alors là encore une fois, ça c'est un principe de réathlé, mais je ne sais pas où on en est avec elle, donc c'est un peu difficile. Généralement la réathlétisation commence par de la chaîne ouverte et on va vers la chaîne fermée. Parce que ça permet d'avoir un peu plus de contrôle, moins de compensation et aussi les exercices en chaîne ouverte sont un peu moins sollicitants sur le système nerveux. Maintenant, ça à mettre en perspective avec le niveau de la personne. Si on a quelqu'un qui revient de réathlé après 10 ans de sport, bon, là on peut peut-être retourner vers la chaîne un peu fermée un peu plus rapidement. Autre chose, de quoi on parle en chaîne fermée? C'est-à-dire si c'est un split squat comme ça et qu'on voit qu'elle le gère, pas de problème. C'est là où il y a la réalité du terrain et la réalité du papier. Parfois, ça pose pas de souci de s'orienter vers la chaîne fermée. Mais ne pas négliger les exercices en chaîne ouverte au début, ça peut être un premier pas vers la réathlétisation. Ok. Tu vois, moi, une façon dont j'aime bien aussi bosser de temps en temps avec le patient, c'est, vu que j'aime bien faire 2 exercices d'affilée, c'est faire un exercice plutôt en chaîne fermée qui ont tendance à être très souvent polyarticulaires, comme un squat, et de l'enchaîner juste après avec un exercice en chaîne ouverte qui a tendance plutôt à être monoarticulaire, avec par exemple un exercice de leg extension. Ouais, mais là, en l'occurrence, tu as chaîne fermée, chaîne fermée. Oui, non, pas dans le programme, mais juste dans la réflexion intellectuelle. Ouais, mais en fait, tout est possible, du moment que tu le justifies. Il n'y a pas de bon programme ou de mauvais programme. C'est juste être conscient de ce qu'on veut faire. Ça, encore une fois, ça s'applique pas forcément à elle, mais c'est un principe que vous pouvez retenir, de commencer par la chaîne ouverte. Maintenant, encore une fois, c'est un peu tricky parce que normalement, en rééducation, on a fait de la chaîne ouverte. On a fait pas mal de chaînes ouvertes. Donc c'est là où la communication dans ces phases-là avec le kiné et ou l'ostéo est hyper importante pour savoir où elle en est en fait la personne. Si vous voyez que ça fait 3 mois qu'elle bouffe de la chaîne ouverte, bon bah peut-être qu'il est temps d'y aller sur la chaîne fermée. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de kinés on nous l'a appris nous en école de kiné, qui sont très frileux sur la chaîne ouverte, surtout sur le leg extension, parce qu'on pensait que ça faisait un gros tiroir antérieur et que c'était mauvais pour le ligament croisé. Globalement, on est en train d'y revenir et on l'intègre de plus en plus tôt, en tout cas pour le quadri, parce que ischio on l'a toujours fait. Dans les rééducations. Pour qui, pourquoi? Enfin, c'est toujours pareil, il n'y a pas d'absolu. Est-ce qu'il y a des personnes chez qui le leg extension ça va être un problème? Probablement. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui ça sera un outil utile parce que pour renforcer le quad, le vaste interne, etc., ça marchera très bien? Oui. Donc là, ça va être
c'est vraiment du cas par cas en fait. C'est difficile de dire ça oui, ça non, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est ce sur quoi je jouerais. Un autre truc, alors là c'est juste en regardant ça, mais pareil, je sais pas où on en est. Tu vois, je vois par exemple un exercice comme le Good Morning. Ça reste un exercice très technique, qu'il est facile de mal faire. Et si tu vois pas ta patiente en train de le faire et qu'elle l'a jamais fait, moi je balancerai pas cet exercice comme ça sans savoir si la personne sait l'exécuter. Si c'est quelqu'un qui sait le faire, pas de souci, c'est un exo top. Maintenant, ça reste un exo où on peut vite faire un enroulement, déroulement du dos plutôt que jouer sur la flexion, extension de hanche. Et donc on se retrouve avec un exo où on bosse pas du tout ce qu'on veut bosser. Et en plus, on est en train de bosser le mouvement de la région lombaire, qui est une zone qui est pas faite pour bouger à la base. En tout cas, pas autant. Donc c'est pas nécessairement l'exercice que j'introduirais chez quelqu'un que j'ai peu suivi en réathlé. C'est la réathlée d'une ancienne powerlifteuse et tout. Bon bah là, le Good Morning, elle connaît. A priori, il n'y a pas de problème. Et pourquoi pas reprendre assez léger. Maintenant, juste comme ça, sans savoir où elle en est. Quand je vois le reste du programme, si tu veux, je vois des chaises sur le mur et tout, j'estime que c'est pas une personne qui avait non plus un niveau monstrueux en musculation et tout. Donc c'est un exercice que j'attendrais avant d'introduire. D'accord. Voilà. Après, moi, elle l'a fait assez souvent avec moi en rééduc. Dans ce cas-là, du coup, je sais qu'elle est bien maîtrisée. Elle maîtrise bien l'antérétroversion de bassin. Elle arrive bien à s'arrêter dès qu'elle perd la stabilité lombaire. Donc c'est vrai que, en effet, là, je l'ai intégré, mais comme tu dis, c'est spécifique à ces patients qui le maîtrisent. Ouais, bah alors dans ce cas-là, aucun problème. Pour le reste, encore une fois, j'aurais du mal à te dire, moi, je ferais ça, parce qu'il me faudrait plus d'infos sur la patiente. Mais en regardant ça, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Il y a des trucs qu'on peut améliorer, encore une fois, en jouant un peu sur les régimes de contraction et les tempos. Un autre truc, tu vois, je vois du squat en bas, donc poids de 15 kg sur la poitrine, donc ce qu'on appelle du gobelet squat. Peut-être que je jouerais sur ce qu'on appelle le RNT gobelet squat, donc c'est le Reactive Neuroceptive Training, le fait de mettre une bande élastique à droite, à gauche, si elle a un déficit, pour être sûr d'avoir un squat bien aligné, notamment si elle a un déficit ischio à droite versus gauche, pour être sûr qu'il n'y ait pas de chiffre de la hanche et tout ça. Ça, pour reprendre du contrôle moteur, c'est un truc qui est super. Ça peut se faire aussi sur les split squats d'ailleurs, en mettant une bande à l'extérieur ou même devant. Bref, c'est des choses sur lesquelles j'aurais tendance à jouer au début, pas forcément pendant 3 mois, mais d'avoir un alignement correct pour retourner derrière vers des exos de fait un peu plus lourds. Donc je jouerai un peu dessus. Tout ça, c'est juste des outils dans ta boîte à outils qui sont intéressants à utiliser à un moment T avec peut-être une patiente qui en a besoin. Ok. Là, moi, je suis beaucoup resté sur 5 tours. Est-ce que toi, tu as des choses à nous raconter là-dessus? Pourquoi 5, pourquoi 4, pourquoi 6? Tu vois, on a compris sur le nombre de reps, on en a bien discuté, que tu peux faire varier, surtout si en plus tu joues sur le tempo tant que tu as un bon temps sous tension. Sur le nombre de tours, toi, tu as des recommandations, des choses que tu as l'habitude de faire? Alors, je vais faire la réponse un peu plus longue, un peu chiante, mais en fait, les principes d'entraînement et de réathlétisation, pour moi, ils sont un peu les suivants. La première, c'est que tu vas toujours t'orienter de contractions contrôlées vers des contractions dynamiques. C'est-à-dire, on commence par contrôler la descente sur ces split squats, par exemple, faire des pauses en bas, etc. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, on devrait s'orienter vers des trucs un peu plus dynamiques. Et à la fin, notamment pour le genou, des trucs pliométriques. C'est-à-dire être capable d'avoir des changements d'appui latéraux et des choses comme ça, et que le genou soit capable d'assumer ses contractions. Parce que ça suffira pas d'être juste très fort en split squat. Ça sera bien, mais il faut que le genou soit capable de se contracter, relâcher, contracter. Enfin, le genou, les muscles autour du genou et qui le protègent. Donc, c'est les muscles autour de la hanche, des quadrilles, des ischios, etc. Donc, premier principe. Deuxième principe, va falloir devenir très très fort dans certaines amplitudes de mouvement. Le but, c'est de regagner de l'amplitude de mouvement et de la mobilité et de devenir fort dans ces positions. Un truc qui est, à mon sens, mal compris. Et encore une fois, c'est mon opinion, c'est comme ça que je bosse. Je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, ma pratique ne m'a pas prouvé que j'avais tort là-dessus jusqu'à maintenant. C'est que, par définition, après, on évite certaines amplitudes. On dit, il ne faut pas aller dans telles amplitudes, faire des fentes trop profondes, des squats trop profonds. Non, c'est l'inverse. Il faut être capable d'aller dans ces amplitudes extrêmes et d'y montrer du contrôle. Alors, ça se fait avec un plan. C'est-à-dire, on ne passe pas de jour 1, pas d'amplitude, jour 2, amplitude. Mais c'est le but. Le but, je ne vais pas me lever parce que sinon je sortirai du cadre, mais de faire une fente hyper profonde, le genou hyper avancé, le talon au sol, voire même le talon décollé, avec des charges sur le côté, de démontrer du contrôle et de se relever. En mode 6 squat, quoi. Par exemple, un mec qui est capable de faire ça, il a 10 fois moins de chance, il démontre un genou 10 fois plus solide que la personne qui ne sait pas le faire. Tu prêches un converti là-dessus, je suis 100% d'accord avec ça. Le corps est une merveilleuse machine à s'adapter. Il faut juste un plan. Mais il va falloir aller chercher de grandes amplitudes et y développer du contrôle. Par contre, ça, c'est le rôle d'un coach sportif et d'un mais de faire une progression logique vers ça. L'autre truc, on l'a dit, c'est d'ajuster en permanence, de semaine en semaine, donc 3e point. Le 4e, c'est l'afflux sanguin. Donc quand on est en rééducation, quand on est en réathlétisation, c'est-à-dire amener du sang neuf au niveau de là où il y a eu la zone en lésion, c'est hyper important, ça a son rôle capital dans ces processus-là. Et 5, et c'est pour répondre à ta question, c'est le principe d'entraînement peut-être numéro 1, c'est la surcharge progressive. Rajouter un peu de travail d'une semaine à l'autre. Rajouter du travail, ça ne veut pas forcément dire rajouter 1000 séries, rajouter 1000 charges, mais il y a un plafond à un moment. Mais le but, c'est d'augmenter un petit peu sa quantité de travail fournie au fur et à mesure des jours, des semaines. Parce que le corps s'y adapte et qu'il faut toujours un peu plus pour que le corps s'adapte. Pour répondre à la question des 5 tours, est-ce que c'est bien? Oui, 5 tours, ça fonctionne très bien. 3 tours pourraient fonctionner, 4 tours pourraient fonctionner. Si c'est une patiente, et dans ton cas c'est le cas, qui a l'habitude de faire ces 5 tours, qui s'en sort très bien, qui démontre du contrôle
contrôle tout au long de ces 5 tours et qui peut en récupérer, génial. Ok. Génial. Ouais, donc en fait, d'un point de vue, tu vois, soit du patient qui se demande si ce qu'il fait c'est bien, soit du kiné qui veut bien faire mais qui est pas trop sûr de lui. Partir du principe que tant qu'il augmente progressivement, que le mouvement reste bien réalisé, il sera dans le vrai. Tant qu'il se contente pas à faire son 3x10 pendant 6 semaines. C'est ça. Et qui fait, ok, commence sur 3x10, puis passe à 4, puis passe à 4x12, puis passe à 4x15, puis passe à 5x1, puis rediminue et monte la charge, etc. Tant qu'il garde cette idée-là, le nombre de reps et le nombre de séries, globalement, on s'en fiche un petit peu. Bah, c'est des outils pour augmenter la quantité de travail fournie. Il n'y a pas de gold standard de valeur et... Non, il n'y en a pas. Ok, hyper intéressant. Donc ça répond bien à ma question. Et maintenant, moi, le dernier point où je suis un peu paumé des fois avec ce genre de patientes ou de patients, qui sont aussi tributaires évidemment de leur mode de vie, du temps qu'ils ont à nous donner et compagnie, c'est combien de fois par semaine leur donner ce programme à faire. Moi, j'aimerais que la patiente, tu vois, comment je l'ai décomposée, qu'elle bosse au moins 3 à 4 fois par semaine, même si elle fait pas tout, mais pour avoir une stimulation quotidienne. Est-ce que là, je suis dans le vrai ou est-ce qu'il y a de manière d'optimiser ça? Est-ce que c'est mieux qu'elle le fasse moins souvent mais qu'elle fasse tout? Ou est-ce que tant qu'elle en fait un peu, c'est bien? En fait, ça dépend. Alors, pour les phases de rééducation, je trouve ça intéressant d'avoir cette fréquence. Cette fréquence d'exposition à un nouveau stimulus, encore une fois, pour développer du contrôle. Maintenant, encore une fois, le but, c'est de respecter les principes d'entraînement. Donc, à terme, avoir des séances peut-être un peu plus chargées, un peu plus longues sur ces groupes musculaires, mais d'en avoir un peu moins, ça peut être utile. Parce que, comme on dit, il va falloir augmenter le volume de travail, la quantité de travail fourni. La quantité de travail fourni arrivera à un point, à un moment, où on ne peut plus le faire tous les jours, parce qu'on n'arrive pas à en récupérer. Donc dans ces moments-là, et là c'est des principes d'entraînement, et ça s'ajustera à la personne, mais le faire 5 fois par semaine sur un groupe musculaire avec une quantité de travail X, ça devient plus possible. Donc là on va peut-être avoir un peu moins de séances, mais des séances un peu plus sérieuses. Donc en gros ce programme, je pourrais lui dire ne fais que la moitié 4 fois par semaine au tout début, et puis plus ça va, plus tu diminues le nombre de séances, mais plus tu augmentes la charge dans ta séance. C'est ça, sachant que là il y a des séances dans ton programme dont elle récupérera beaucoup mieux. C'est-à-dire je vois la séance 3, les adductions, abductions, fessiers à la machine adducteur, ça... ça je me dis en fait limite tu vois c'est une séance où elle aura bien posé quadri-ischio et puis elle peut se rajouter ça parce qu'elle va pas surcharger le même groupe musculaire. Ça elle peut elle peut faire peut-être 2-3 tours à la fin d'une autre séance parce qu'en soi c'est de la chaîne ouverte, c'est presque du mono-articulaire. Bon, ça laisse beaucoup moins de traces et musculaires et nerveuses que de faire des split squats s'ils sont chargés encore plus avec un tempo, des box step-up, etc., etc. Ok, bah écoute, c'est hyper cool. Je suis pas trop fait démonter, je suis content. D'après toi, pour un kiné, quels sont les éléments clés qui pourraient aider un kiné à se dire c'est le moment de passer la main? Bah déjà, quand par honnêteté, il sait plus ce qu'il fait, ou c'est moins ce qu'il fait, et ça marche dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, on ne peut que le répéter et re-répéter, de dire attention les coachs, vous n'êtes pas kiné. Quand vous avez quelqu'un qui vient avec une entorse ou une douleur, c'est ça, ou de toute façon un truc où la structure a été changée, c'est-à-dire le genou fonctionne plus normalement, etc. On n'est plus dans un objectif de performance. C'est pas votre taf, c'est pas notre travail et c'est ton travail à toi. Quand on est plus quand la structure est normale, c'est-à-dire que comme tu dis, son genou fonctionne, là on est dans un objectif de performance en fait. Même parce que la réathlétisation c'est ça, c'est reprendre l'entraînement et redevenir athlétique. Donc quand on est dans un processus de monter ses performances, squatter plus lourd, etc. Même si l'objectif in fine c'est de dire oui mais ça c'est parce que ça va lui stabiliser le genou, oui mais l'outil utilisé c'est de dire je veux devenir plus fort. Développement des qualités physiques, coach sportif. Redonner de la fonction à une articulation, kiné. Donc limite, on pourrait dire que chez cette patiente, ou moi de toute façon je suis persuadé que ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois que c'est plus mon taf, mais elle préfère. À partir du moment où j'ai plus besoin de mettre la main, limite sur la patiente, parce que le genou le bouge bien, qu'il gonfle plus et compagnie, ce serait le moment où il faudrait passer la main. Où il faudrait passer la main, ou alors savoir ce qu'on fait. C'est juste ça. Savoir ce qu'on fait. Avoir dans ce cas-là les connaissances du coach sportif, par des formations complémentaires et compagnie. Exactement, voilà. Ok, bah, je pense que c'est une bonne indication. De toute façon, si tu commences à la mettre dans une salle de sport... C'est vrai, c'est vrai. Après, tous les kinés ne sont pas bien équipés. Non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu dis, là, tu peux faire la séance sans moi et je ne suis là que pour te donner un programme, c'est vrai que ça fait quand même très coach sportif. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. C'est à partir du moment où le coach sportif, il a besoin de mettre la personne dans un cabinet, il n'est pas dans son travail. Et à partir du moment où un kiné, c'est bon, bah va dans une salle de sport pour faire ça, peut-être que c'est à nous de prendre le relais. Intéressant. Bah écoute, Raphaël, merci beaucoup. Merci pour toutes tes connaissances. Tu vois, c'est... Comme on en avait dit en off, on a deux professions hyper complémentaires avec une frontière très floue entre les kinés qui veulent bien faire, ceux qui veulent pas bien faire, qui veulent juste pas faire leur taf, et les coachs qui veulent bien faire aussi. C'est ça. C'est hyper compliqué. Donc, et ça, merci pour ton travail d'ailleurs là-dessus. C'est en tant que, de toute façon, praticien du sport et de la santé, c'est entourez-vous quoi. Faites-vous un réseau, les coachs, ayez un bon ostéo auquel référer ou un bon kiné ou un mec qui fait les deux, c'est encore mieux, et qui parle le même langage que vous aussi. Formez-vous un peu pour parler de ton langage aussi. Si moi j'arrive et que tu me parles de ligamentoplastie, etc., je te dis, il y a un problème. Votre but, c'est pas d'avoir tous les détails physiologiques de ces pathologies, ou de ces traumas, mais c'est de savoir juste de quoi on parle. Totalement. Donc, formez-vous un peu et ça va dans les deux sens. Et quand chacun fait un pas vers l'autre comme ça, c'est beaucoup plus clair de comprendre
la limite, dire ok, là je suis dans mon champ d'intervention, là je suis plus. Mais vraiment pour ça, c'est chacun connaît son taf, savoir s'entourer, savoir quand vous référer. Ouais, Vous totalement. passerez pas pour des cons, au contraire. Hein. Non. Dire là je sais pas, c'est pas mon taf, ça fait partie de votre taf. Ouais, en fait. complètement. Écoute, Raphaël, merci beaucoup. Si on veut d'autres infos, parce que je sais que tu te donnes des informations très pertinentes, très intéressantes sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Yes, bah là où je suis encore le plus actif, pas assez au goût de certains, mais un petit peu quand même, c'est sur Instagram. Donc, la chaîne YouTube, c'est Raphaël Puech, coaching, il me semble. On mettra en lien aussi. Yes. Et sinon, vous pouvez retrouver aussi les podcasts avec Jean-Marie, l'Atelier Fit, sur la chaîne YouTube de l'Atelier Fit. Ils sont hyper intéressants. Voilà, on essaye d'aller chercher des gens un peu à droite à gauche qui ont des choses à dire sur l'entraînement, le sport, la santé, la nutrition et d'autres. Nickel. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, évidemment, à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper le prochain contenu. Bonne journée à tous. Salut!